Bonsoir, chers amis. Très heureux de vous retrouver pour cette causerie hebdomadaire. Alors, nous avons choisi avec Abdel-Jalil de parler cette fois-ci de Lindsey Graham, dont on vient d'annoncer la mort subite il y a quelques jours, et qui est une figure absolument centrale d'une certaine politique américaine que nous allons décrire. On va parler des conséquences. Alors, la première remarque que je veux faire, c'est que Abdel-Jalil m'envoie une série de questions auxquelles je m'efforce de répondre, et elles sont absolument remarquables. Et donc, je ne veux pas trahir un secret, mais j'ai une personne de son entourage qui l'aide à mettre en place ces questions et à les formuler. Et je voudrais vraiment féliciter cette personne parce qu'elles sont d'une clarté qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, donc, je vais suivre ces questions. Le thème de l'interview, c'est le décès de Lindsey Graham, quelles conséquences pour la politique étrangère américaine? Alors, tout d'abord, il faut dire que Lindsey Graham est mort absolument subitement et que Lindsey Graham était l'un des faucons, ou même, je dirais encore plus, l'un des faucons de la politique américaine, de la façon la plus folle qui soit, donc, puisqu'il avait été au début de la guerre d'Ukraine partisan de l'intervention américaine, de l'assassinat de Trump. Il était pour le fait d'envoyer des bombes atomiques sur Gaza, de raser, de niveler Gaza. Il voulait l'intervention américaine en Iran. Enfin, c'est le plus, je dois dire que le plus fou que j'ai jamais rencontré. Et pour autant, cet homme-là est reçu par Jean-Noël Barrot, allait régulièrement en Ukraine, puisqu'il revenait d'Ukraine, semble-t-il, lorsqu'il a été tué ou lorsqu'il est mort, etc., etc. Donc, cette folie totale qui incarne le pire du pire de ce que l'on imagine de la politique américaine, on considère que cet homme n'avait été mis au pilori par personne. Il n'avait été même pas accusé par la Cour pénale internationale. Il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas dans le système politique. Si l'ONU ou si les cours pénales veulent se faire un petit peu respecter, la moindre des choses, c'est de mettre en accusation les personnes qui disent ouvertement qu'il faut assassiner le président d'un pays étranger ou qu'il faut envoyer des bombes atomiques sur les populations civiles quelque part dans le monde. Je trouve qu'on est quand même un peu chez les fous aujourd'hui dans la politique internationale. Alors, une fois cette remarque faite, il faut parler un peu des circonstances de sa mort. Il y a pas mal comment dire, plus que des rumeurs, mais d'analystes qui pensent qu'il a pu être assassiné, puisqu'il précisément d'Ukraine, où il avait été, semble-t-il, à l'invitation de Zelensky, visiter une usine de drones à un moment donné où on sait que les drones sont vraiment une des pierres d'achoppement d'une possible paix en Ukraine, puisque ces drones sont utilisés par les Ukrainiens, et en fait pas par les Ukrainiens, mais on le sait maintenant, par les services de renseignement américains et anglais en particulier, pour cibler les raffineries russes, mais également la maison, la propriété de Poutine au nord de Moscou, où il y avait eu, si on s'en souvient, 91 drones qui avaient été envoyés il y a quelques mois, etc., etc. Donc, c'est véritablement un des points qui est susceptible de provoquer une guerre mondiale directe entre les États-Unis, l'Europe et la Russie. Évidemment, l'objectif de Zelensky, mais c'est évidemment pas Zelensky qui est
qui est le responsable direct, puisqu'il n'a pas de système ne serait-ce que pour définir les cibles. C'est pas lui qui est capable de définir les cibles, puisque elles sont définies par un système qui est donc le système Starlink de repérage qui est sous la coupe des Américains. Et donc, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'il faut mettre comme dans les bases de données, comme point pour les tirs. Donc, pour autant, et que par ailleurs, il y a un certain nombre d'usines étrangères, et je crois que les Russes en ont déclaré une vingtaine, me semble-t-il, une vingtaine en Europe. Et la France ne semble pas mentionner, je suis très étonné, alors qu'on sait que Safran en fait partie, qui fabrique les composants et les sous-parties, et que celles-ci sont assemblées ensuite en Ukraine. Toujours est-il que Lindsey Graham était allé visiter ces usines et il était tellement fier qu'il s'est fait photographier avec un homme politique ukrainien et que était mis en ligne. Et donc, les Russes ont trouvé la photo, ils ont repéré l'endroit où visiblement une des forces politiques américaines capables d'influencer les décisions américaines dans la direction la plus radicale. Donc, et je rajouterais le fait que toutes les morts, et en particulier les assassinats dans l'histoire, qui ont eu un impact politique, ont eu une grande importance et ont été souvent, qu'elles soient voulues ou qu'elles ne le soient pas d'ailleurs, et ont été le signe d'un basculement politique. Ça a toujours été le cas. Alors, que l'on commence par Abel, évidemment, le plus connu et qui a eu le plus d'impact sur l'histoire de l'humanité, mais au-delà, évidemment, tout un tas de personnages. On peut citer Jeanne d'Arc, évidemment, qui a provoqué un bouleversement de la France complet. On peut citer au hasard l'assassinat du duc d'Enghien par Napoléon. On peut citer l'assassinat du duc de Guise. On peut citer évidemment les assassinats d'Abraham Lincoln et de Kennedy. Tout ça, même si c'est pas d'ailleurs des dirigeants politiques a priori, mais la mort d'un personnage important a un impact symbolique toujours extraordinairement fort. Et d'ailleurs, les tentatives d'assassinat le sont presque autant, soit la tentative d'assassinat du petit Clamart. Au passage, je pense à Patrice Lumumba, qui a eu un impact très fort aussi. L'assassinat de Sadat, évidemment. Voilà. La mort de Menachem Begin, à un moment donné où j'étais moi-même en Égypte et en Israël, puisque j'ai fait un voyage de vacances. J'ai été en Égypte et ensuite j'ai voulu aller en Israël dans le même voyage. Et lorsque je suis arrivé en Israël, que j'ai appris la mort de Sadat et puis la mort de Begin qui est mort quelques semaines après, et ensuite de Moshe Dayan, pardon, pas de Menachem Begin, de Moshe Dayan. Et ensuite, il y a évidemment la mort de Rabin, qui a provoqué un choc énorme. Enfin bon, ne nous étendons pas trop, mais la mort d'hommes politiques, bruns, provoqué ou non, est toujours le signe d'un basculement politique, et celle-ci est véritablement, à mon avis, le signe d'un basculement politique, et je prévois que la politique américaine va forcément changer, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, je vais prendre les questions maintenant d'Abdeljelil et
de la personne qui l'aide à les écrire. Alors, voilà la première question. Lindsey Graham était l'une des figures les plus influentes du courant républicain favorable à une politique étrangère très ferme. Quel héritage politique laisse-t-il? Alors, tout d'abord, je dirais que il n'était pas favorable à une politique étrangère très ferme. C'est bien pire que ça. Il était favorable à une forme qui est une caricature de politique étrangère qui vise à détruire tous ceux qui pouvaient présenter le moindre risque ou le moindre danger pour les États-Unis. Et à ce titre, je pense que à son corps défendant, je vais dire quelque chose d'un peu paradoxal, mais il a été quelque part un des signes un des signes, sans le savoir, d'une certaine façon, de la paix. Pourquoi? Parce que il a précipité d'une certaine façon la décadence de l'Amérique, qui a fortement contribué, parce que le propre d'une politique de fermeté, même de brutalité, c'est qu'elle marche fort, mais elle se retourne contre vous lorsque vous êtes faible. Et évidemment, dans ce cas-là, je dirais que si les États-Unis se trouvent dans une situation qui est dramatique pour eux sur le plan stratégique, où ils sont totalement impuissants sur le plan de la guerre contre Poutine, et impuissants sur le plan de la guerre contre l'Iran et de la guerre contre la Chine, confère la visite de M. Trump en Chine, où il a, je dirais, fait semblant pendant 2 jours sans avoir rien obtenu et sans qu'il en sorte rien de sérieux, et qui a été la preuve de son inefficacité, de son inutilité flagrante, c'est quelque part des hommes comme Lindsey Graham. Donc, quel héritage politique laisse-t-il? Eh bien, à mon avis, l'héritage qu'il laisse, c'est celui de l'impuissance américaine, très clair, alors que cette impuissance aurait sans doute été beaucoup moins manifeste si elle avait été moins brutale et, je dirais, entourée de méthodes plus de faux semblants et et je dirais d'hypocrisie. Vous remarquerez à ce titre que en politique et en guerre, l'hypocrisie est beaucoup plus profitable que le cynisme, parce que le cynisme ne marche que si vous avez les moyens d'appliquer une politique cynique. Et c'est tout ce qui se passe actuellement avec Trump. Trump n'est pas un hypocrite, mais est un cynique. Et Trump n'a pas les moyens d'imposer une politique cynique parce que l'Amérique est affaiblie sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le militaire, sur le plan politique et surtout sur le plan géopolitique. On a l'impression que c'est aujourd'hui un géant aveugle, à moitié aveugle et à moitié sourd, qui ne sait pas où il va. Donc, quel héritage politique laisse-t-il? Eh bien, à mon avis, essentiellement celui de l'impuissance, voilà, qui aujourd'hui est manifeste aux yeux du monde, évidemment. En d'autres termes, il a donné un instrument dont Trump n'avait surtout pas besoin dans le cadre d'une politique d'affaiblissement qui était la sienne, où il fallait donner le change et surtout pas s'affirmer comme fort alors qu'il ne l'était pas. Voilà, c'est ça, à mon avis, l'erreur. Alors, deuxième question. Dans quelle mesure son influence s'étendait-elle au-delà du Sénat, notamment auprès de Donald Trump et de son entourage? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'au début de la carrière de Donald Trump, lors de son premier mandat, il avait été l'une des personnes qui s'était opposée à Trump, et ensuite il a rallié le camp de Trump, ou peut-être plutôt c'est Trump qui a
rallier le camp des durs du Parti républicain. Et on voit à ce titre à quel point la construction de la base électorale de Trump pose problème dans la mesure où il se présentait comme le candidat de ceux qui voulaient, du mouvement MAGA, de ceux qui voulaient qu'on laisse tomber la politique étrangère et qu'on s'occupe d'abord des Américains, ce qui me semblait et ce qui me semble toujours représenter la meilleure stratégie actuellement compte tenu de la faiblesse américaine, mais en même temps, il s'est allié avec les pires des va-t-en-guerre américains pour se concilier à la fois les marchands de canons, les grandes banques qui finançaient la guerre, etc., et en même temps ceux qui voulaient la paix. Donc un espèce de grand écart dont évidemment aujourd'hui il est prisonnier avec une jambe à gauche et une autre jambe à droite. Alors il risque de tomber à chaque fois et évidemment il est incapable aujourd'hui de proposer une véritable politique et la seule chose qu'il peut faire c'est laisser perdurer les conflits et je vais détailler ça en espérant que l'un ou l'autre gagne. Et c'est ça, dans ce sens-là, que je pense que la paix sera au bout du chemin, non pas parce que Trump aura choisi cette paix-là, mais parce que, au bout du compte, la paix est inéluctable, à mon avis, par la défaite américaine dans les deux guerres, à la fois de l'Ukraine et de l'Iran, et que donc Trump se ralliera au camp de la paix parce que c'est la Russie et l'Iran et par derrière la Chine qui auront la victoire au bout du conflit. Voilà. Voilà ce que je pense. Donc ça ne sera pas grâce à Trump, mais je dirais, mais il sera obligé de s'y rallier. Voilà. Dans quelle mesure son influence s'étendait-elle au-delà du Sénat, notamment auprès de Trump et de son entourage? Ben, de répondre. Son influence était extrêmement forte. C'était un homme qui avait une activité énorme, qui se déplace beaucoup en Europe, en France, auprès de l'OTAN, qui était évidemment très proche des milieux, des marchands de canons et des milieux. Et il était en plus au Sénat le président de la commission judiciaire, c'est-à-dire électorale, c'est-à-dire celle qui auditionnait les membres possibles comment ça s'appelle, de l'organisme supérieur américain. Et donc, il recevait les juges à ce titre-là, et évidemment, il avait une influence tout à fait énorme au sein du Congrès. Alors, troisième question, peut-on dire qu'il a contribué à façonner la politique américaine de soutien à Israël au cours des dernières années? Bien sûr, non seulement ça, mais je pense qu'il a été l'un d'Israël depuis extrêmement longtemps et un soutien totalement inconditionnel, puisque j'ai même entendu un discours où il a dit que s'il mourait un jour, jusqu'à la dernière minute de sa mort, il choisirait la défense d'Israël bec et ongle, et évidemment, il était un des soutiens extrêmement forts de la politique israélienne depuis qu'il est en place. Voilà. Alors, une politique israélienne, encore une fois, dont on sait à quel point s'il était radical, puisque une fois encore, il a dit qu'il
il était partisan d'envoyer les bombes atomiques sur Gaza, et on ne peut pas penser que quand cet homme disait des choses comme ça, c'était juste pour le plaisir de les dire et pas parce qu'il le pensait effectivement, et qu'il aurait été prêt à le voter si ça avait été le cas. Alors ensuite, quatrième question. Lindsey Graham était également un partisan d'une ligne très dure envers l'Iran. Son absence peut-elle modifier l'approche de Washington à l'égard de Téhéran? Alors, je vais dire oui. Son absence va probablement modifier l'approche de Washington à l'égard de Téhéran, bien que, à mon avis, elle ne soit pas totalement déterminante, dans la mesure où là aussi, comme en ce qui concerne la guerre contre la Russie, Washington a une position, je dirais, d'attente d'une certaine façon, ou d'être le jouet des circonstances, je dirais, plus que d'attente. Le jouet des circonstances, pourquoi? Parce que Trump, on s'en aperçoit maintenant, n'a pas signé le Memorandum of Understanding à Versailles parce qu'il voulait véritablement accepter la position iranienne, mais simplement parce que le cours du Brent étant au-dessus de 100 $, il se trouvait dans une position qui était très grave au bord de la crise économique et de la crise sociale. Il avait besoin de prendre une décision, à redescendre le cours du Brent à un niveau qui était acceptable pour retrouver de l'air. Et ça, c'est évidemment sous la pression des grands financiers qui risquaient gros par rapport à au cours des biens dont ils étaient propriétaires. Donc, une fois qu'il a signé, le Brent est descendu aux environs de 70-72 $ tout de suite. Et donc, moi, j'ai pensé immédiatement que Trump avait retrouvé de l'air et qu'il allait se remettre à bombarder, ce qu'il fait. Et alors, je pense même que Trump ne le fait pas parce qu'il espère obtenir un véritable résultat en bombardant, puisqu'il n'a pas obtenu jusqu'à présent, mais que simplement, il cherche à se donner de l'importance et à se donner une contenance par rapport au dur de son parti, et en particulier également aux banques, mais surtout au dur de son parti, qui lui ont reproché de tout avoir lâché aux Iraniens, puisque dans un premier temps, on se souvient qu'au moment où il avait fait son célèbre, où il avait écrit son célèbre texte où il avait dit qu'il allait renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, et 2 heures avant la fin de l'ultimatum, il a dit que les revendications de l'Iran pouvaient être la base d'une bonne base de négociation. Et donc, évidemment, ceci lui a été absolument reproché. Ensuite, le Memorandum of Understanding, la base du Memorandum of Understanding, évidemment, est extrêmement proche si on le relie des demandes iraniennes. Donc, il avait besoin vis-à-vis de ces gens-là de montrer qu'il n'était pas prêt à lâcher à l'Iran tout ce que l'Iran souhaite. Et donc, le fait de bombarder permet de leur dire, vous voyez, je me bats, je défends l'Amérique. Enfin, on connaît ce genre de discours. Et une fois qu'il aura beaucoup bombardé, il dira, ben voyez, je les ai affaiblis, maintenant on va pouvoir négocier. Évidemment, il va négocier et il va rien obtenir du tout parce que l'Iran, c'est l'Iran qui est la personne, qui est l'entité forte dans cette affaire. Et combien de temps va-t-il bombarder?
il va bombarder jusqu'à temps que le Brent remonte au-delà des 100 $. Et aujourd'hui, on a vu que le Brent doit être aux environs, je pense, 90 $ ou pas très loin, s'il les a pas déjà dépassés, parce que j'ai pas regardé ce soir. Mais de 70, 72 $, il est déjà en 90 ou 88. Il va dépasser les 100 $ et à ce moment-là, Trump reviendra comme un toutou en disant, voilà, c'est des ordures, mais on veut bien discuter avec eux. Donc, ça ne trompe personne. Et il essaiera de refaire ça. Et probablement, à chaque fois qu'il fait un choix, le yo-yo, soit vers le haut, soit vers le bas, il y a une partie de ces investissements qui sont faits de telle sorte qu'il augmente sa fortune, semble-t-il, de façon considérable, la sienne et celle de ses enfants. Donc, en même temps, cette politique de yo-yo lui sert à gagner beaucoup d'argent. Et quand je dis ça, je dis pas que c'est Trump uniquement, puisque c'est la bourse est pour un certain nombre de politiques américains une façon de se remplir les poches. Et le plus connu, c'était Nancy Pelosi, qui était l'ancienne patronne des démocrates, et son mari, qui était connu pour faire les investissements extrêmement appropriés jusqu'avant que les grandes décisions ne soient prises. Donc, c'est un classique de la politique américaine, mais donc Trump ne fait pas différemment, même s'il le fait peut-être dans des proportions plus importantes que ses nécessaires. Donc voilà. Lindsey Graham était un partisan d'une ligne très dure envers l'Iran, c'est ce qu'on a vu. Son approche peut-elle modifier l'approche de Washington? Son absence peut-elle modifier l'approche de Washington à l'égard de Téhéran? Eh bien, je pense que oui, parce que dans cette politique, je dirais, d'équilibre que Trump essaye de maintenir entre les pro-gays et les pro-paix, où il essaye de se maintenir sans décider ni pour les uns ni pour les autres, mais en attendant que ce soit les circonstances qui l'obligent à choisir, puisque évidemment, lorsque le pétrole sera monté au-dessus de 100 $, il ira voir les pro-guerres en leur disant, voyez, on ne peut pas continuer, sinon on va flanquer l'économie américaine par terre. Et par ailleurs, les réserves stratégiques américaines sont aussi en train de baisser considérablement. Certains économistes comme Jacques Sapir pensent que, en gros, d'ici la fin du mois de juillet, elles seront épuisées. À ce moment-là, on rentrera dans le dur et il sera plus temps de faire l'idiot parce que ça sera l'économie américaine tout entière qui risquera d'imploser. Et ça, Trump le sait parfaitement. Ses va-t-en-guerre le savent aussi. Donc, je dirais que, et les Iraniens le savent aussi. Donc, en fait, on attend ni plus ni moins que cette issue fatidique qui sera celle où les Américains seront obligés d'accepter les conditions qu'aujourd'hui Trump ne veut pas accepter. Donc, ça ne changera pas l'issue, mais par contre, ça fragilisera profondément et encore un peu plus les États-Unis d'Amérique. Alors, question suivante. Concernant Gaza et la question palestinienne, défendait-il une position particulièrement influente ou s'inscrivait-il dans un consensus plus large au sein du Parti républicain? Alors, je dirais que on sait que le Parti républicain est extrêmement infesté par les pro-sionistes, évidemment. Donc, je pense qu'il contribuait à une position influente et également extrêmement radicale de par les déclarations dont j'ai parlé, et que probablement sa mort va modifier cet équilibre, en tout cas c'est ce que je fais pour ma part,
dans un sens qui va être moins favorable à Israël, ce d'autant que, et ça c'est un autre aspect qui est très important et on l'a vu, l'opinion américaine s'est très largement modifiée en défaveur d'Israël et en faveur de la Palestine, à tel point qu'aujourd'hui, un certain nombre d'hommes politiques ne vont pas se faire élire sauf s'ils prouvent qu'ils n'ont pas reçu de l'argent des associations pro-israéliennes et que par ailleurs, il y a un mouvement très important porté par exemple par Tucker Carlson ou Marjorie Taylor Greene qui veulent que les sénateurs et les hommes politiques américains soient élus non pas par leur position à propos d'Israël, mais par leur position par rapport aux États-Unis. C'est ça qui est important et donc qui défendent leur pays et que quelque part, le fait de se revendiquer d'Israël est quelque chose qui est extrêmement grave dans la mesure où ce ne sont pas des gens qui défendent les intérêts de leur pays, mais d'une puissance étrangère. Donc, Lindsey Graham défendait-il une position particulièrement influente? Oui, je le pense, lui. S'inscrivait-il dans un consensus plus large au sein du Parti républicain? J'en suis pas sûr et j'en suis de moins en moins, puisque évidemment, tous les hommes politiques vont être, et de plus en plus, soumis à l'influence de leurs électeurs qui leur diront vous ne pouvez pas soutenir ce régime qui veut la destruction et l'épuration ethnique des Palestiniens. Alors, 6e question, son décès est-il susceptible d'affaiblir le courant interventionniste américain, souvent qualifié de faucon, ou d'autres responsables politiques sont-ils prêts à prendre le relais? Alors, je pense qu'il est certainement susceptible d'affaiblir le courant interventionniste américain pour 2 raisons. La première, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'affaiblissement progressif des États-Unis par rapport à leurs moyens économiques, politiques, diplomatiques, militaires, etc. Donc, ce camp va s'affaiblir de plus en plus. Et d'autre part, l'autre raison, c'est que le sens de l'histoire va montrer qu'il n'y a pas de solution militaire, que les États-Unis n'ont pas les moyens et les conflits, donc ça va être obligé de se faire à leur détriment en acceptant des conditions, aussi bien en Iran qu'en Ukraine d'ailleurs, où ça va être réglé par la victoire de la Russie qui, pour moi, ne fait aucun doute, ils auront conquis les villes de Slaviansk et Kramatorsk, ce qui, à mon avis, ne devrait pas tarder, puisqu'ils tiennent aujourd'hui à l'est la ville de Konstantinovka et au nord la ville de Krasny Liman, qui vont l'une comme l'autre avec la conquête préalable de Pokrovsk au sud. Ils tiennent donc l'ouest, ils tiennent l'est, ils tiennent le nord et ils tiennent le sud. Donc, ils ont déjà commencé une manœuvre d'encerclement de l'ensemble de Slaviansk et Kramatorsk, et lorsqu'ils auront conquis cet énorme ensemble, il sera manifeste pour tout le monde qu'ils auront gagné la guerre. Et à ce moment-là, je pense que le régime de Zelensky sera tombé, puisque son échec manifeste. Il y aura à ce moment-là peut-être une candidature de Zaloujny, qui est actuellement l'ambassadeur à Londres et qui est dans les pattes des Anglais et des Américains, je pense, pour remplacer Zelensky. Et à ce moment-là, mon idée, c'est que les Israéliens, pas les Israéliens, mais
les, les Ukrainiens vont chuter, et à ce moment-là, les Américains trahiront les Ukrainiens, trahiront les Européens et choisiront d'aller faire des affaires avec les Russes, puisqu'ils ne pourront plus vendre d'armes, puisque l'armée ukrainienne sera tombée. Voilà ce que je pense. Donc, pour reprendre la question, sont-ils susceptibles d'affaiblir le courant interventionniste américain, souvent qualifié de faucon, ou d'autres responsables politiques sont-ils prêts à prendre le relais? Je pense qu'il y aura certainement un certain nombre d'autres hommes politiques qui seront prêts à prendre le relais. C'est évident, puisque aujourd'hui, ce système de vente d'armes américaine continue à fonctionner, puisqu'on sait que ce sont les Européens qui payent avec les 90 milliards de dollars qu'ils ont accepté de financer. Mais, et là, je ne suis pas un connaisseur suffisant des autres faucons américains, il était tellement emblématique de cette radicalité américaine que je pense très certainement que ce courant va s'affaiblir en même temps que le temps je dirais que la force sur le terrain va s'affaiblir de la même façon. Voilà ce que je pense. Alors, 7e question. Existe-t-il aujourd'hui au sein de l'administration Trump et du Parti républicain des personnes capables d'exercer une influence comparable sur les grandes orientations de politique étrangère? Je ne le pense pas, je ne le sais pas, comme je l'ai dit, mais je ne le pense pas, puisque c'est le seul qui était véritablement connu, médiatisé, très proche de Trump, présent avec lui pendant tous ses voyages, puisque souvent on le voyait parler dans son avion avec Lindsey Graham à côté de lui ou derrière lui, donc il suivait Trump à la trace, ce qui veut bien dire d'ailleurs que Trump n'était absolument pas libre de faire une politique de paix, parce que sinon il aurait mis l'islam de côté, mais évidemment il n'osait pas, parce que ça aurait été déclarer la guerre aux pro-guerre de son propre camp qui le tient encore aujourd'hui. Donc, il existe peut-être des personnes capables d'exercer une influence, mais probablement pas une influence comparable à la sienne, compte tenu de ce qu'il représentait en termes de pouvoir, en termes de relations, d'image. Alors, 8e question, et on s'arrêtera là pour cette fois-ci. L'Iran peut-il y voir une évolution potentiellement favorable du rapport de force politique aux États-Unis, ou serait exagéré? Je pense que c'est exagéré. Je pense que les Iraniens ont une vision extrêmement claire et extrêmement politique de la situation. Ils savent que Trump est tenu complètement par les chiens de guerre de son propre camp, qu'il ne pourra justifier vis-à-vis de ces gens-là une véritable offre de paix que s'il y est complètement, si celle-ci lui est imposée par les circonstances, et si véritablement bord du gouffre. Et c'est ça qu'attend l'Iran. Et l'Iran sait qu'ils ont en gros 2 semaines à tenir pour être dans une situation qui sera celle. Ils sont en train d'étouffer leur adversaire petit à petit, et tous les jours qui passent se rapprochent de l'étouffement. Donc je ne pense pas que l'Iran aurait considéré que la présence de Lindsey Graham soit véritablement, comment dire, un élément ou là de Lindsey Graham qui est susceptible d'influencer
les États-Unis dans le sens, puisque, ça c'est mon avis, je pense que c'est véritablement les circonstances qui feront que Trump sera obligé de lâcher. De même que je pense que ce sont les circonstances qui vont faire que les États-Unis seront obligés de lâcher également en ce qui concerne l'Ukraine, sauf que la différence entre les deux, dans un premier cas, le cas de l'Ukraine, c'est que la position des États-Unis est plus confortable dans la mesure, où c'est l'Ukraine qui prend les coups de la Russie et donc qui protège les États-Unis, et donc les États-Unis se servent de l'édredon ukrainien pour éviter d'être directement touchés par les victoires russes, et que par ailleurs, les États-Unis ont préparé la suite avec Anchorage, qui reste, je dirais, au frigidaire, mais qui reste un positionnement qui va permettre à Trump de, à un moment donné, trahir, comme je l'ai dit, les Européens et les Ukrainiens pour dire, bon, bah, puisque vous n'avez pas gagné la guerre, c'est que vous n'avez pas les cartes et moi, je vais me rapprocher des Russes, et de tenir cette espèce de position d'intermédiaire, on n'est pas une, puisque c'est lui qui livre les armes et qui, pour l'instant, maintient la couverture satellitaire à l'Ukraine. Mais sa position diplomatiquement et politiquement est plus confortable, alors que dans le cas de l'Iran, comme il ne dispose pas de proxy, mais qu'il est directement en face de l'Iran, s'il est obligé d'accepter un certain nombre de conditions, il ne dispose pas d'un édredon politique pour dire, ben écoutez, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, et donc de se positionner en arrière en disant qu'il est prêt à négocier, qu'il est un homme de paix. Là, il est en direct de subir la défaite en direct, et c'est parce qu'il va subir cette défaite et qu'il veut essayer de se prémunir contre les accusations qui viendront de son propre camp d'avoir été le fossoyeur des intérêts américains, qu'il essaye de bombarder, ce qui est une politique d'une stupidité absolue, puisque, encore une fois, on confond la violence et la victoire stratégique. La violence, c'est une chose, la violence militaire, elle sert lorsqu'elle doit et annoncer une victoire stratégique. Et si elle ne se transforme pas en victoire stratégique, elle amène l'échec. Le plus grand exemple de ça, évidemment, c'est Napoléon, qui a employé la violence militaire pendant tout son règne et qui finalement a abouti à une défaite stratégique majeure, puisque la France a failli être dépecée, et c'est grâce au talent de Talleyrand, comme on sait, lors du congrès de Vienne en 1815, et grâce aux bons hommes de la Russie, que la France n'a pas été dépecée, mais disons, c'est un exemple magistral de l'histoire où une série de victoires militaires, puisque je crois que Napoléon a gagné 40 batailles, il a perdu la dernière, il les a toutes gagnées, y compris celle qu'il a en Russie, qui est la bataille de la Moscova, ne s'est pas traduite en victoire politique. Donc, dans ce cas-là, même la terre, comment dire, précipite votre défaite politique au lieu de la renforcer. Et ce qui se passe avec Netanyahou, c'est exactement la même chose. Et ce qui se passe avec Trump, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire non seulement il n'y a pas de victoire militaire, mais la violence militaire pure correspondant à bombarder est interprétée par les adversaires comme un signe d'affaiblissement politique, puisqu'ils ne sont pas capables de faire autre chose. Moi, je n'attends pas, comme les bruits le courent, qu'il y aura un débarquement des troupes de Trump dans la région du détroit d'Ormuz, puisque si c'était ça, ça serait évidemment un massacre, à mon avis, pour les Américains, donc il ne le fera pas. Donc, pour résumer,
Voilà, ce sont à mon avis les circonstances de la guerre et l'intelligence de ses adversaires qui vont provoquer en finale le fait que les États-Unis vont accepter les conditions tant des Russes que des Iraniens, mais il est certain que dans cette époque-là, la position d'un homme comme Lindsey Graham aura été extraordinairement néfaste pour le camp américain parce que l'a poussé bien au-delà de ce que c'était que ce qui était ses possibilités, en lui enlevant ce que les démocrates savaient faire extrêmement bien, c'est-à-dire d'habiller la défaite d'une façon différente. Donc, il aura non seulement la défaite, mais l'image de la défaite, puisque, comme je l'ai déjà dit, l'important, ce n'est pas la défaite, ça c'est possible, mais surtout d'éviter la honte de la défaite. Et je ne vois pas trop comment Trump va pouvoir éviter, aux yeux du monde entier, la honte de la défaite. En tout cas, cette mort de Lindsey Graham, soit qu'elle soit provoquée, soit qu'elle soit naturelle, me semble être une opportunité assez extraordinaire sur le plan symbolique pour montrer quel est le sens de l'histoire. Je pense que c'est ça qui va rester, c'est-à-dire que elle va indiquer à tout le monde que l'Amérique n'est plus capable de mener la politique qu'un homme comme Lindsey Graham souhaitait faire parce que elle n'a pas les moyens et que donc elle s'achemine vers une cuisante déconvenue. Voilà, chers amis, merci à tous. On va se reparler la semaine prochaine pour voir si les choses se passent comme je le pense. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.